Retour donc sur le plateau du Grand Direct avec un débat consacré ce soir au boycott. On en a beaucoup parlé évidemment depuis quelques jours après les propos de John Kerry et bien la réception très fraîche qu'ils ont reçue en Israël, notamment de la part du Premier ministre. On va s'intéresser donc de près à ce boycott, de cette menace qui pourrait donc affaiblir ou pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, l'un et l'autre, Israël. Bonsoir Nadia Ellis. Bonsoir. Vous êtes donc chercheuse à l'Université de Tel Aviv, mais vous représentez et vous travaillez également au GPPI. C'est l'Institut d'études sur la stratégie du peuple juif et vous vous occupez donc précisément de tout ce qui concerne la délégitimation d'Israël. Vous êtes donc bien placé pour en parler, tout comme Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en Europe notamment, pour évoquer donc ces menaces. D'abord donc un mot sur ce que l'on a entendu ces derniers jours. Quand on parle de boycott, Nadia Ellis, est-ce qu'il faut entendre une menace qui concerne Israël ou est-ce que c'est une menace ciblée qui concerne justement ce qui vient des territoires dits contestés ou disputés? Comment ça se présente concrètement? Concrètement, il y a deux types de boycott. Aujourd'hui, le boycott justement des produits qui viennent des territoires et donc un boycott qui fait partie d'une certaine politique contre la politique d'Israël en fait. Et puis il y a un boycott qui est plus généralisé contre Israël, contre des sociétés qui n'ont pas forcément des implantations ou des usines dans les territoires. Et ce genre de boycott, il est déjà plus problématique parce qu'il vise Israël en tant qu'État. Et ce n'est déjà plus un boycott d'une politique spécifique d'Israël, c'est vraiment un boycott de l'État. Ouais. Et ça, aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est le phénomène qui prend de l'ampleur ou pas? Ou est-ce que c'est une vue finalement de l'esprit que l'on a aujourd'hui, Avi Pazner? J'espère que ça ne prend pas encore de l'ampleur. Okay? Pour le moment, c'est, comme on dit, goutte à goutte. Okay? On entend ici une banque qui ne veut pas travailler avec Israël ou telle ou telle chose. Mais si nous ne faisons pas attention, ça peut devenir un déluge. Et à mon avis, il faut lutter contre ce boycott et j'ai bien l'impression que jusqu'à maintenant, peut-être que maintenant, le gouvernement est en train de se réveiller. Il faut lutter contre ce boycott parce que tant que c'était un boycott isolé, on pouvait l'accepter et d'ailleurs, vous voyez, ça n'a aucun impact sur l'économie israélienne. Mais ça a un impact psychologique et ça pourrait avoir un impact politique aussi. Donc, je crois que le temps est arrivé de lutter effectivement contre ce boycott et d'essayer de pallier et même de répondre d'une façon qui fasse mal à l'adversaire. C'est une menace qui est prise en compte depuis récemment ou depuis longtemps, Nadia Ellis? Au niveau gouvernemental, effectivement, c'est assez récent. Nous, dans notre institut, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille sur la délégitimation. Effectivement, je confirme, il y a vraiment un niveau macro et un niveau micro. Au niveau des sociétés précises, spécifiques qui se trouvent dans les territoires, effectivement, il y a eu des dégâts déjà, mais au niveau macro d'Israël, il n'y a pas de dégâts qui a été fait jusqu'à maintenant. Ouais. Et vraiment, je suis d'accord avec Avi Pazner, c'est le moment de prendre ça en main, parce que si aujourd'hui on en est encore au niveau macro, ça peut partir très très mal et ça peut aller vers le macro assez rapidement. Si les accords n'aboutissaient pas, si les négociations en cours n'aboutissaient pas, comme l'a dit John Kerry, parce que c'était pas une menace de sa part. Alors non, voilà, il n'a pas menacé, il a dit ce qui pourrait arriver. C'est assez vraisemblable effectivement que ça se passe. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le côté politique de cette histoire, mais c'est vrai qu'Israël a intérêt à se montrer comme celle qui veut la paix, comme celle qui essaye et met tous ses moyens dans la recherche de cette paix. De manière à ce qu'on ne puisse pas nous reprocher que en fait, nous cherchons à continuer cette occupation et donc on continue le boycott. Parce que c'est vrai que si jamais un accord était signé, la plupart des raisons du boycott disparaîtraient immédiatement. Moi, je crois, Nadia, que John Kerry a fait une erreur en se prononçant sur le boycott de la manière dont il s'est prononcé. Il pouvait dire « je suis contre le boycott », ok ? Il n'a pas dit ça. Il a dit « Israël, faites attention, il y a le boycott qui arrive ou qui peut arriver si vous ne faites pas 1, 2, 3 ». Comme il a dit d'ailleurs il y a un mois, et ça a suscité beaucoup de réactions, il a menacé, il a parlé d'une 3e intifada. Mais chaque mot d'un secrétaire d'État américain, ça a une portée outre
le mot lui-même, ça crée une atmosphère. Donc je crois que Kerry, qui est un ami d'Israël, je le connais personnellement, c'est un ami, mais il a dû faire là une erreur tactique. Et vous voyez... Deux fois, vous pensez que c'est une erreur? Quand on fait deux fois la même chose, c'est une erreur? Vous savez, par exemple, je connais des hommes politiques qui répètent leurs erreurs pas 2 fois, mais 20 fois. Ah, oui. OK. Donc, mais c'est plus grave si, comme vous le dites ou l'insinuez, si ce n'est pas une erreur, si c'est une politique voulue de pousser Israël à faire quelque chose qu'Israël peut-être ne fait pas volontiers. C'est une erreur parce que ça durcit les positions palestiniennes. Comment vous l'interprétez, vous, justement ce mouvement qui vise à pousser un petit peu comme l'a fait Kerry, peut-être Israël? Oui, je pense que le gouvernement israélien n'a aucun intérêt à montrer qu'on est poussé vers une signature, vers un accord, et au contraire, c'est tout le contraire ce que le gouvernement voudrait montrer. Mais quelque part, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal que les Israéliens se rappellent des problèmes qu'il y a autour d'Israël, des menaces éventuelles. Pas parce que c'est une menace qui va demain détruire l'économie israélienne, mais c'est un problème et il faut le prendre en considération et il faut que le gouvernement, comme vous disiez tout à l'heure, vraiment commence à s'inquiéter assez rapidement et à prendre des mesures. Et pas seulement cela. Je crois que le gouvernement devrait prendre plus au sérieux la détériorisation de l'image publique d'Israël, spécialement en Europe. Okay? Oui. Parce que regardez par exemple ce que fait Abou Mazen. Lui, il apparaît comme celui qui vient, qui fait des propositions aujourd'hui sur le New York Times. Il a fait des propositions qui sont inacceptables pour Israël. Je le dis, cette histoire de placer des forces internationales autour de nous, on l'a déjà vécu, on l'a déjà éprouvé, on a déjà vu que ça ne marchait pas. Mais l'image projetée par Abou Mazen, c'est celle d'un homme politique qui recherche le nouveau, qui recherche de bâtir un pont. Et malheureusement, nous sommes un peu sur la défensive du point de vue de notre politique et du point de vue de l'image. Israël veut la paix ardemment, ça, je le sais. Je l'ai vécu toute ma vie. Mais des fois, j'ai l'impression que nous agissons comme si nous avions peur d'être d'une manœuvre palestinienne ou d'une manœuvre américaine. Il faut sortir de cette psychologie et, à mon avis, il faut prendre l'initiative. Ça résoudra aussi le problème du boycott. Je suis entièrement d'accord sur le problème d'image d'Israël. J'ai envie de dire que ce n'est pas un problème récent du tout. Au contraire, nous sommes très en retard par rapport à l'image d'Israël, surtout en Europe. Tous les deux, nous avons vécu en Europe et nous savons très bien qu'il y a énormément de problèmes par rapport à l'image d'Israël. Et comment on lutte justement contre cette mauvaise image? Quels efforts sont faits? Qu'est-ce que vous préconisez, par exemple, vous qui travaillez sur le sujet? Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Je dirais que d'abord, il faudrait bouger un tout petit peu le discours et faire comprendre qu'Israël est un pays qui existe en dehors de la guerre, au-delà de ce conflit. Israël est un pays très riche, qui a énormément de choses à offrir. Malheureusement, il est très méconnu. Et le seul visage qui est connu d'Israël, c'est celui des attaques, des bombes, de la guerre. Et ce n'est pas du tout la réalité que les Israéliens vivent au jour le jour. Et ce serait très important, notamment en Europe, vraiment, où il y a une ignorance, une méconnaissance sur Israël qui est incroyable, qui comprennent que nous existons au-delà de ce conflit et que le conflit, nous ne le recherchons pas. Et au contraire, comme vous disiez, nous avons très envie d'avoir la paix, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, notre vie quotidienne n'est pas faite de conflits tout le temps. Vous savez, Jean-Charles, quand je viens en Europe, j'y vais souvent, quelle est la première question qu'on me pose? Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec la colonisation? Littéralement. Et ça me met déjà en défensive, où je dois commencer à m'expliquer d'une façon qui n'est pas positive. Tandis que si Israël prenait l'initiative diplomatique et présenterait des projets, présenterait des idées, juste comme les Palestiniens le font, ça pourrait renverser la situation. Je l'ai bien vu dans le passé, du temps de Sharon, du temps de Olmert, avec des initiatives diplomatiques, et on pouvait conquérir l'Europe en un rien de temps, c'est-à-dire conquérir l'opinion publique, évidemment. Et en un rien de temps, Et j'ai l'impression qu'ici, nous sommes maintenant dans une phase où tout le monde a l'impression
que les Américains nous poussent vers quelque chose que nous ne voulons pas, ce qui n'est pas vrai, ok? Mais cela, c'est une erreur tactique, je pense, de notre part, de ne pas avancer avec une stratégie d'initiative qui frapperait les imaginations, en Europe surtout. Donc il y a un vrai risque, en cas, là vous êtes d'accord là-dessus tous les deux, en cas d'échec des négociations, là il y a un vrai risque pour l'image d'Israël et pour ces fameuses campagnes de boycott, ça pourrait vraiment s'intensifier? Je pense plus les campagnes de boycott, parce que pour l'image, effectivement, en Europe, la situation est déjà assez grave comme ça. D'accord. Pour le boycott, oui, il ne faut pas non plus paniquer. J'ai quand même envie de mettre une petite note optimiste. J'ai remarqué en tant qu'Européenne qui est venue vivre en Israël, qu'en Israël, quand ils ne sont pas très bons à faire quelque chose, ça leur prend du temps, mais le moment où ils s'y mettent, les Israéliens, ils sont exceptionnels. Il faut juste qu'ils décident de le faire. Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir que le moment où le gouvernement israélien, les Israéliens en général, ils décident de se mettre à cette campagne et de comprendre et de faire comprendre vraiment la réalité d'Israël, je pense qu'ils seront exceptionnels là-dedans et que ça va être un grand succès. Au moins, je l'espère, mais je suis assez convaincue. Moi, je dois vous dire une chose, puisque j'ai vécu un peu plus que vous ici, malheureusement à cause de mon âge. J'ai vu déjà des boycotts contre Israël qui ont lamentablement échoué. Okay? Donc, c'est pas qu'il faut avoir peur du boycott, c'est pas agréable. Mais vous vous rappelez du boycott arabe qui était extrêmement effectif dans les années 50 et 60, c'était un gros problème. Il y avait le boycott, l'embargo sur la vente de pétrole à Israël. Après la guerre de Yom Kippour, c'était sérieux. On devait acheter notre pétrole en sous-main. Je ne veux même pas mentionner l'embargo sur les armes françaises avant la guerre de 6 jours. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous n'avons pas vécu. Nous avons aussi vécu les boycotts et les embargos. Ce n'est pas agréable. C'est pas bon, il faut essayer de l'éviter, mais ce n'est pas quelque chose qui peut faire plier Israël en fin de compte. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui peut nous amener à faire ce que nous ne voulons pas faire. Mais toute l'intelligence d'Israël devrait être concentrée d'éviter complètement ce problème. Qu'on ne parle pas de boycott, qu'on parle d'une initiative israélienne. Pourquoi pas? On l'a fait dans le passé, on peut le refaire. Et là, on a vu quand même récemment aussi, ça avait été un peu aussi mis en valeur, c'est cet appel lancé par des patrons israéliens d'entreprises dans un journal qui disait qu'ils s'inquiétaient finalement des conséquences peut-être d'un échec des négociations sur l'économie israélienne. Ils ont exagéré, à votre avis, Nadia Ellis, dans cet appel, les conséquences du boycott? Oui, je pense que dans l'immédiat, vraiment, le danger, il n'est pas si grave, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération à long terme et certainement pas négliger. Oui, c'est cet appel précisément que vous mentionnez, Jean-Charles, c'est cet appel qui a mis le boycott au premier rang des sujets dont nous traitons aujourd'hui. C'est peut-être ça l'importance. Je suis complètement d'accord avec Nadia. C'était peut-être exagéré. D'ailleurs, tous les businessmen ont des intérêts à ne pas avoir face à des boycotts. Et c'est compréhensible et c'est peut-être exagéré. Le grand avantage, c'est que maintenant, nous débattons de cette question. Du moment qu'on débat, nous allons semer des idées, pas seulement nous, tout le monde. Nous allons semer des idées dans les esprits. Et je suis sûr, et vous avez raison, Israël a toujours su trouver, en fin de compte, même si tardivement, les réponses. Okay? Donc, c'est peut-être positif que maintenant, nous débattons ce sujet. Justement, vous l'étudiez depuis 3 ans, mais vous étiez peut-être un peu isolé. Maintenant, tout le monde s'occupe de ce sujet et peut-être que nous tous ensemble trouverons la réponse. D'un mot, là, parce qu'il nous reste quelques secondes, Nadia Ellis, si on prend l'exemple de SodaStream, là, qui a occupé aussi le devant de la scène, ça c'était un bon exemple justement d'une manière de lutter contre le boycott avec cette... Oui, sauf que c'est pour le coup c'est l'actrice Scarlett Johansson qui a lutté pour nous, mais oui, c'est une excellente manière dans ce domaine. Évidemment, le boycott, il se divise en plusieurs domaines. Il y a l'académie, il y a l'économie, il y a les actions légales. On ne peut pas combattre tout de la même manière, mais là, dans cette situation, c'était excellent ce qui s'est passé, oui. Ouais, bon, en tout cas, on suit ça évidemment de près, on en reparlera sur i24 News. Merci Avi Pazner, merci Nadia Ellis d'être venue nous éclairer donc sur ce sujet. On parlera dans une dizaine de minutes des réfugiés juifs des pays arabes. On vous expliquera tout ça dans un instant avec notre invité. Un nouveau journal à venir sur i24 News.